Je propose de rafraîchir un peu la mémoire et de revenir rapidement sur les épisodes précédents. Au départ, nous avons décidé de réaliser ce concept d'Artem Smirnov. Comme base, nous avons acheté un vieux Isuzu Midi que nous avons démonté avant de nous mettre au travail. Il est déjà clair, bien sûr, que ce n'était pas la meilleure idée et il ne reste du donneur que le châssis, qui ne nous convient pas vraiment. Mais que voulez-vous? Nous étions jeunes et fougueux. Avec le temps, toutes les difficultés ont été surmontées et on peut appeler cette voiture une électrique. Dans l'épisode précédent, nous avons tout branché définitivement et fait un essai routier. La voiture manquait de suspension et de frein décents. C'est donc à cela que nous nous sommes attelés. Alors, puisque nous avons terminé les travaux sur la partie avant, il est temps de passer à l'arrière. À l'arrière, nous avons quelques petits soucis sous la forme de longerons porteurs endommagés par la rouille et la corrosion et d'autres trucs du genre. Nous avons pris la décision de faciliter les choses pour l'avenir. Nous avons donc décidé de les remplacer tout de suite. Pour le remplacement, nous avons commandé ce genre de pièces. 2 mm d'acier galvanisé. L'objectif, c'est d'adapter ça ici. C'est justement à cela que Kolia s'est attelé. Mais avant de découper quoi que ce soit, il faut démonter et retirer l'ancienne suspension. Comme une partie de la structure porteuse va être enlevée, on soude une petite barre de renfort sur l'arche pour être absolument sûr que tout reste bien en place. On a pointé, découpé et 15 minutes plus tard, on jette le vieux métal fatigué. Sur la boucanca elle-même, j'ai découpé un morceau du longeron. Maintenant, notre tâche est de reproduire le profil du longeron à partir de la pièce préparée, car il est haut ici, puis il s'abaisse un peu à l'endroit où se fixe la chape. Nous allons découper cette chape d'ici et la souder là. J'ai déjà fait le traçage ici. Maintenant, nous allons découper et souder, puis le couper précisément à la bonne taille. J'ai déjà tout préparé là-bas, donc il ne reste plus qu'à préparer la pièce. Alors, pourquoi fait-on tout cela au juste? Pour l'instant, nous avons décidé avec certitude qu'il nous fallait une suspension pneumatique correcte et il n'était pas question de l'installer en s'appuyant sur les anciennes plateformes tordues. C'est pourquoi nous les remplaçons par des neufs et bien droits. Mais certains éléments du puzzle sont récupérés de l'ancienne structure, que nous extrayons comme des archéologues. L'étape suivante, selon le plan établi, consiste à transformer un simple profilé en quelque chose d'un peu plus complexe. Pour cela, on coupe l'excédent, on lui donne la forme voulue, puis on ressoude, on ponce, et ainsi de suite sur toutes les faces. Après 1 heure de travail, le profil a pris la forme souhaitée et enfin le premier essayage a eu lieu. On a essayé, marqué, ajusté un peu et dans l'ensemble tout est prêt. Donc les longerons ont été remplacés et pour l'instant sont fixés symboliquement en quelques points. Voilà pour ce qui concerne les longerons arrière. Avant, ils étaient comme ça, un peu vers l'intérieur. Cette fois-ci, en refaisant, nous avons décidé de les installer simplement droits, parallèles à la carrosserie. Ce sera plus simple pour nous, il suffira juste de souder cette attache, les ressorts arrière, non pas comme c'était à l'usine, où il y avait des renforts sur le côté, mais au centre, et de ramener le renfort au centre. Ce sera plus facile pour nous de tout faire ainsi. De toute façon, cela n'aura aucune incidence. Ici, on voit comment l'attache ressort vers l'extérieur, et à l'arrière, on obtiendra simplement un rectangle bien droit. Ce sera plus facile d'aligner les diagonales et de tout mettre à niveau. Je vais emmener l'attache avec moi au garage, je la sablerai d'une façon ou d'une autre, ce sera mieux. Ce n'est pas si terrible. Voilà à quoi ressemblent nos pièces après le sablage. Je l'ai emmené au garage et je l'ai sablé. Il reste quelques petites zones, mais ce n'est plus aussi critique qu'avant. Voici à quoi ressemble notre fixation après l'après. J'ai mis l'après à la bombe car je vais bientôt souder, renforcer et quand les plaques de renfort seront en place, tout cela va brûler. On repeindra tout ça plus tard. Et voilà à quoi elle ressemble installée sur la voiture. J'ai modifié la position de la fixation supérieure des bagues de ressort. Avant, elle était placée à l'arrière et la biellette était mal positionnée. Cette fois, puisqu'elle se démontait et qu'on refait, on a décidé de faire les choses. Je l'ai déplacée vers l'avant pour que la biellette soit bien positionnée et que la suspension fonctionne. Et ici, nos longerons sont vraiment beaux, propres, pas du tout rouillés, intacts et épais. Tout est absolument parfait. L'étape suivante consiste à ajuster tous les éléments du kit. On mesure enfin les diagonales et on aligne tout précisément au millimètre près, après quoi on fixe définitivement et on passe au puzzle suivant. En attendant que les bagues arrivent ici, nous devons installer ces butées, des limiteurs de course de suspension dans notre cas. Pour cela, il faut fabriquer ici une plaque un peu plus épaisse, ronde, que je vais découper maintenant pour que le boulon puisse se visser. Nous allons l'installer, puis baisser la voiture sur ses roues et couper l'excédent, s'il y en a, et régler la course de la suspension. Pour installer ces butées en caoutchouc, la première étape consiste à découper grossièrement à la meuleuse des rondelles comme celle-ci. Ensuite, à l'aide d'un tour, il nous faut transformer ces cercles polygonaux en cercles parfaitement ronds.
Voilà ce que nous avons obtenu, une rondelle. Elle s'installe précisément ici et ensuite on insère un boulon à l'intérieur exactement comme ceci. Voilà, on perce un trou dans le longeron. On l'insère et on le visse par le dessus. C'est ainsi que sera le support de fixation de la butée. Ici, tout est extrêmement simple. En fait, ce que Kolia a dit, il l'a fait. À l'usine, il y avait aussi ici des plaques qui renforcèrent cet endroit et répartissèrent la charge sur l'ensemble. Voilà, j'ai fait un gabarit en carton. Oui, en quelque sorte. Comme ça, avec une courbure. Et j'en ai déjà fait un d'essai en tôle fine, d'1 millimètre. Je pense que je ne vais pas l'utiliser. C'est parfaitement adapté à ses besoins. Le reste du longeron s'ajuste parfaitement comme ça. Le métal fait 2 mm d'épaisseur. C'est largement suffisant ici. Je vais plier à partir de ces morceaux-là. J'en ai juste assez pour en faire 4. Parfait. Comme vous l'avez compris, l'étape suivante consiste à transformer nos renforts carton en renforts acier. Quelques coups de meuleuse, abracadabra, et c'est prêt. À ce moment-là, une nouvelle livraison de pièces est arrivée. Alors, j'ai acheté des sealant blocks. Ils ne nous conviennent pas vraiment, mais il suffit de les modifier un peu. Il faut juste raccourcir un peu ceci et tout ira bien. Ceux dont nous avons besoin ne sont tout simplement pas en vente, même sur commande. Impossible de les trouver. L'objectif maintenant est de couper les sealant blocks, de les installer à leur place, puis de monter les étriers. Je vais peut-être d'abord pointer un peu plus solidement les plaques. Quel est le principe? Avant de tout souder, renforcer et assembler, je veux remettre la voiture sur ses roues et vérifier à quel point j'ai bien et correctement tout monté. J'ai préalablement assemblé la suspension arrière et au final, il s'est avéré que mes mesures à l'œil nu n'étaient pas du tout exactes. Le support des bagues supérieures est allé beaucoup trop vers l'avant et lors du fonctionnement de la suspension, la biellette part complètement vers l'arrière, ce qui rend la voiture beaucoup trop basse et cela pose un réel problème. Du coup, ici on a une distance très faible. C'est pourquoi apparemment, je vais devoir expérimenter et déplacer tous ces supports de bagues en arrière. Avant, il était placé juste ici et la biellette était orientée dans l'autre sens, ce qui n'était pas correct. Et maintenant, il va falloir déplacer ce support encore d'environ 2 cm vers l'arrière pour que la biellette se redresse et que la voiture se soulève. À la troisième tentative, j'ai réussi à obtenir la position souhaitée du pont par rapport au châssis. Tout fonctionne, tout va bien. Maintenant, il faut installer tous les autres éléments, placer les amortisseurs là où ils doivent être et les coussins pneumatiques. Voici 3 coussins pneumatiques de type 3 sur 130. J'ai fixé des brides dessus avec 4 boulons, enfin pas des brides mais des flasques. Maintenant, je vais essayer de les placer, de les installer dans le châssis, de trouver la bonne position pour eux. Mais avant d'installer les coussins pneumatiques, il faut d'abord réfléchir à la fixation. Il est évident qu'aucune solution toute faite n'a été trouvée pour ce modèle de voiture, malgré toutes nos recherches. Et s'il n'existe pas de solution prête à l'emploi, il faut l'inventer. C'est ce processus que vous voyez à l'écran. Nous avons préparé un kit d'installation des coussins pour l'essieu arrière. Derrière la caméra, j'ai découpé des plaques, puis je les ai déjà soudées aux coussins, aux brides des coussins. Ceci sera fixé à la carrosserie sur la partie supérieure. Ceci sera fixé au pont à l'aide de ces pièces-là. Ici, il y a des écrous pour que tout soit démontable afin de pouvoir retirer, entretenir, remplacer ou faire quoi que ce soit. Ici, il y a une fente pour le tuyau, un grand trou. Voilà à quoi ressemble la structure terminée. Nous allons maintenant l'installer sur la voiture. Pour fixer les coussins, il a fallu faire ce qui suit. On perce des trous dans les longerons, 2 de chaque côté. Ensuite, on insère un tube dans ces trous et on le fixe provisoirement par point de soudure. Après cela, on place les coussins et on les fixe également provisoirement par point de soudure. L'étape suivante consiste à monter les roues et à connecter tout le nécessaire pour gonfler les coussins à titre d'essai. Nous avons entièrement assemblé la configuration de la suspension arrière. Pour l'instant, tout est pointé pour vérifier comment fonctionne et se comporte.
La première chose, c'est que lorsque j'ai descendu la voiture du cric, la position des ressorts sous le poids du véhicule me convient parfaitement. Il y a de l'espace sous les ailes, tout est super. La suspension fonctionne, les ressorts se comportent correctement, tout se comporte comme il faut, tout est à sa place, même si je n'ai fait absolument aucun calcul, tout a été fait à l'œil. Deuxièmement, j'ai installé les coussins pneumatiques à leur place et nous les avons temporairement raccordés à notre compresseur habituel pour vérifier comment tout fonctionne. Tout fonctionne parfaitement. Voici la suspension qui fonctionne sans. Et voilà comment elle se gonfle. Je ne sais même pas quelle est la position maximale, mais là c'est déjà assez haut, vraiment. Elle se dégonfle aussi parfaitement. Tout fonctionne, tout est vraiment excellent. Donc maintenant, on peut tout démonter sans crainte, souder, peindre, assembler les coussins de façon étanche et terminer les travaux sur l'arrière de la voiture, puis passer à l'installation du système pneumatique à l'avant. Alors, nous avons réglé la question de l'air à l'arrière. Il est temps maintenant d'installer et de chercher la position pour les amortisseurs. Pour cela, il faut découper ces supports d'amortisseurs dans les anciens longerons, les remettre en état et calculer la nouvelle position de l'amortisseur ici, trouver sa position moyenne et, par rapport à cette position moyenne, l'installer. Pas la position moyenne, mais la position de travail. L'étape suivante, avant de tout souder et de fixer définitivement, c'est de résoudre le dernier puzzle. Ce sont les amortisseurs. La première chose à faire, c'est de récupérer les artefacts nécessaires parmi les ruines de l'ancienne civilisation. Cela se fait à l'aide d'une meuleuse et d'un tour. Quelques mots sur l'installation des amortisseurs arrière. J'ai dégonflé le coussin au maximum, mesuré la position de la carrosserie, gonflé au maximum, mesuré la position avec l'amortisseur, position basse et haute. De cette façon, j'ai déterminé les plages de fonctionnement aussi bien du coussin que de l'amortisseur. En les comparant, j'en suis arrivé à ce point précis, juste ici. Pour installer l'amortisseur lui-même, j'utiliserai ces fixations d'origine pour lesquelles il faudra percer un trou ici et un trou dans la paroi opposée afin qu'il puisse passer de part en part, puis le souder des deux côtés. Voilà à quoi tout cela va ressembler. J'ai tout mis au même diamètre autour pour que ce soit joli et pratique. Et puis, maintenant qu'on a un tour, on peut se permettre toutes sortes de petits plaisirs comme ça. Et une fois que tout est parfaitement ajusté et fonctionne comme un seul mécanisme, on peut souder, ce que Kolya a fait. Nous avons terminé l'installation des supports arrière. Nous passons maintenant à l'installation des supports avant. Pour cela, j'ai déjà démonté le côté gauche afin de mieux comprendre la construction et les dimensions. J'ai préparé ces ébauches que nous allons maintenant finir et ajuster aux bonnes dimensions sur le tour. La construction sera simple, je ne vais compliquer, tout sera installé à sa place. La seule chose, c'est qu'il nous faudra ensuite déplacer l'amortisseur à l'extérieur du support, car auparavant, il est à l'intérieur du ressort. Souder une fixation et choisir un amortisseur. Mais nous le choisirons lorsque nous verrons la course des supports et de la suspension, la position haute et la position basse. C'est parti! Direction le tour. Là-bas, on essaie, on soude, on pointe, on vérifie. Et si tout nous convient, on fait la soudure définitive. Le plan est le même que pour la suspension arrière. On prépare les pièces du futur assemblage sur le tour. Quelle est l'idée ici? Cette bride va s'appuyer sur le bras et à travers ce tube, elle viendra se connecter à la bride du cylinder block. L'intérêt de cette construction, disons un peu plus complexe, était de me permettre, lors de l'installation, de positionner le cylinder block dans le bras comme je le souhaite. C'est-à-dire que le cylinder block peut être placé plus haut ou plus bas. Je choisirai la position optimale du cylinder block et c'est seulement alors que je le fixerai par des points de soudure. Même à l'avenir, lorsque nous mettrons en marche la suspension pneumatique, il sera possible de régler la hauteur de la voiture, qu'elle soit haute ou basse. Et c'est seulement alors que tout cela pourra être soudé définitivement. La construction est la suivante. Le cylinder block est au-dessus. Tout sera soudé ici. Le bras s'appuiera sur cette bride. Il n'y avait pas de raison de passer beaucoup de temps à tout faire autour. Tout cela peut être fait plus simplement. On peut découper à la meuleuse, comme on l'a toujours fait. Mais maintenant qu'on a un tour, ce serait dommage de ne pas en profiter pour s'amuser un peu. Et puis ça permet aussi de gagner en expérience. Oui, au départ, nous avons acheté un petit tour de table très simple car personne dans l'atelier n'avait d'expérience en tournage. Avec le temps, Kolya a bien pris la main et il est devenu évident qu'un tel tour nous était vraiment nécessaire. Et maintenant, on commence déjà à regarder pour un modèle un peu plus grand et voici le premier essai de montage des coussins avant. Ici, tout est beaucoup plus simple car ils se placent à l'emplacement d'origine des ressorts.
C'est à peu près comme ça que le coussin sera positionné chez nous. Dans la bride en dessous, j'ai fait 2 trous pour la fixation à l'ancien emplacement de l'amortisseur afin que le coussin ne tourne pas comme ça, qu'il ne pivote pas ensuite et que ce tuyau ne se plie pas. Voilà la position basse. Mais on ne va pas la laisser comme ça non plus. Je vais ajouter ici une butée pour que la voiture ne repose pas sur le coussin et que le coussin ne soit pas complètement écrasé. Je vais ajouter une butée ici et voici la position haute. Celle-ci aussi, on la modifiera probablement à l'avenir si on veut plus haut ou plus bas. Ici, il y a un potentiel pour enlever un peu et il faudra aussi installer une butée ici pour que la voiture ne repose ni sur le coussin ni sur la carrosserie afin que rien ne vienne buter nulle part. Pour les expériences, j'ai desserré ces bagues ici pour que les bras puissent bouger littéralement à la main afin que je puisse tout mesurer et ajuster. Il faut absolument ajouter un amortisseur ici aussi. Très probablement, sa fixation supérieure sera ici, sur la poutre, et la fixation inférieure déportée sera ici, à moins qu'elle ne gêne la crémaillère de direction. Sinon, il faudra probablement déplacer un peu la fixation de la durite de frein sur le côté et l'installer de ce côté-ci. C'est déjà clair, nous avons une position haute, une position basse, toute la course, et nous pouvons mesurer la longueur nécessaire et déterminer quel amortisseur conviendra ici. Les amortisseurs d'origine ne conviendront certainement pas ici, il faudra en trouver un autre adapté. Le tube sortira ici par le dessus, il y a de la place pour lui, tout est bien prévu à cet effet. Et il ne frotte nulle part contre le support. En bas, il sera vissé, il ne tombera jamais et ne bougera pas. Toutes les positions hautes et basses nous conviennent, en principe. Mais pour rendre tout démontable, amovible et pratique, il faudra encore passer plusieurs heures devant le tour. Ensuite, tout se fait selon le même schéma. On usine, on coupe, on perce, on essaie, on soude et on installe. Les coussins sont installés et maintenant on peut déjà faire un essai pour les mettre en marche, voir à quel point la voiture se soulève et en principe on voit bien comment elle s'abaisse. Il manque encore la butée en caoutchouc et l'amortisseur à la suspension. Je les installerai plus tard quand je connaîtrai toutes les dimensions, quand je saurai la position basse, la position haute et toute la course de la suspension. Voilà. Bon, en principe, tout fonctionne parfaitement, ça monte, ça descend. Nous aurons encore à régler précisément le carrossage en position de conduite, le débattement et à installer la butée ainsi que l'amortisseur de manière définitive. Et ce sera tout. Il est temps de s'occuper des principaux et des autres composants de notre système pneumatique. Commençons par le plus grand et le plus simple. C'est le réservoir, 6 ports avec un filetage d'1/4 de pouce. Nous en avons acheté un tout fait, 12 litres. En théorie, il ne nous suffira probablement pas, mais nous le saurons une fois que tout sera installé. Si jamais il ne nous sera pas difficile d'ajouter un autre réservoir et de le placer ailleurs. Ensuite, le bloc de valve. Notre bloc de valve est à 4 circuits, avec une commande à distance pratique. Voici la commande qui va avec. Il sera contrôlé à l'aide de cette télécommande et d'une application sur le téléphone. Il y a aussi un déshydrateur, un pressostat qui allumera et éteindra notre compresseur, diverses petites choses comme un manomètre, une valve de décharge de sécurité, ainsi qu'un ensemble d'autres raccords pour le coussin. Tout d'abord, nous installons des écrous à sertir filetés afin que tous les éléments soient amovibles. Pour être sûr d'obtenir la bonne taille du cadre sur lequel tous les éléments pneumatiques seront installés, nous le fabriquons directement à l'endroit prévu. Ensuite, nous préparons la fixation du réservoir. Nous y insérons également des écrous à sertir filetés. À l'étape suivante, nous pointons les plaques directement sur place. De cette manière, nous comprenons l'emplacement de tous les éléments. Cette approche facilite grandement la vie, car nous voyons immédiatement où et comment chaque chose sera placée. Et en conséquence, si quelque chose gêne ou ne rentre pas, nous déplaçons ou imaginons une alternative pour la fixation de tel ou tel composant. À l'étape suivante, une fois que nous avons compris que l'agencement nous convient, nous retirons le cadre ajusté et assemblons définitivement tous les éléments sur la table. Mon idée était de fabriquer un cadre droit et simple qui se fixe à la carrosserie avec 4 boulons afin que tout ce système pneumatique puisse être retiré de la voiture en un seul bloc et installé de la même manière, connectant alimentation et tuyaux.
En ce moment, je réfléchis à comment disposer tous les éléments pour qu'ils ne se gênent pas et que le raccordement soit le plus pratique possible. Il ne faut pas oublier que, dans le futur, il faudra hydro-isoler, c'est-à-dire fabriquer un carter de protection. À l'avenir, il faudra protéger cela d'une manière ou d'une autre. Le compresseur peut supporter contraintes, saleté, poussière, eau, humidité. Il a un niveau de protection élevé. Mais, par exemple, le bloc de valve, lui, est assez fortement exposé à l'humidité ambiante et constante. C'est pourquoi, pour l'instant, je fais un premier repérage détaillé de l'emplacement de chaque élément et je regarde attentivement ce qu'il nous faudra encore acheter. Parce qu'en raison de sa très faible largeur, ce tuyau, par exemple, ne s'intègre pas très joliment ici, dans cet espace. Il me semblait qu'en faisant un essai, tout rentrait bien, puis je me suis rappelé qu'il y avait aussi un séparateur d'humidité ici. Donc il va falloir acheter quelques raccords, des coudes, pour que tout soit propre, soigné, sans pliure. Et il faut trouver comment tout disposer ici, sur ce seul cadre, pour que rien ne gêne quoi que ce soit. Et à l'avenir, il faudrait pouvoir l'imperméabiliser et le protéger d'une manière ou d'une autre contre les effets de l'environnement. Pour finir, finalement, on perce les trous et ensuite on installe le compresseur Berkut. L'étape suivante, avant l'installation finale, consiste à poser la conduite d'air. Voilà à quoi ressemble notre assemblage juste avant la finition. Le montage est encore à l'état brut, mais j'ai déjà ajusté la disposition de tous les éléments pour que tout soit compact et que rien ne gêne quoi que ce soit. En fin de compte, par rapport à hier, le réservoir a été déplacé un peu vers l'avant, le compresseur un peu vers l'arrière, ce qui a permis d'installer ici le bloc de valve et son système de commande. Nous avons assemblé l'électricité, le compresseur, le relais, tout a été monté et connecté. La seule chose, c'est que pour l'instant, tous les filetages ne sont pas encore étanchéifiés, tout est simplement vissé pour comprendre la disposition des éléments. Nous avons fait cela pour vérifier la fonctionnalité du système, le connecter, tester le bloc de valve, le contrôle des valves, le fonctionnement depuis le téléphone et depuis la télécommande. Le fonctionnement avec la télécommande. Bref, tout fonctionne chez nous. Les valves cliquettent. C'est avec une petite télécommande comme celle-ci qui peut être accrochée aux clés. Et l'application sur le téléphone fonctionne aussi chez nous. Si le téléphone fonctionne, voilà. Là aussi, en appuyant depuis le téléphone, tout clique, tout se contrôle. Voilà, maintenant on peut installer tout cet ensemble, ou plutôt, je vais d'abord tout étanchéifier sur la table, assembler soigneusement tous les raccords filetés. Je vais tout assembler proprement, et ensuite ce sera prêt à être installé sur la voiture. J'ai installé sur la voiture tout ce que j'ai soudé, assemblé, j'ai déjà connecté les tuyaux, les raccords et branché sur les 4 coussins. La suspension pneumatique fonctionne, tout est connecté. Pour l'instant, on l'a branché à la batterie via le bloc, juste pour tout tester. J'apporte de longs câbles. Ça fonctionne à peu près comme ça. Les coussins arrière se gonflent à partir du réservoir. Quand la pression baisse, le compresseur se met en marche. L'avant se soulève aussi. Voilà. Et tout se dégonfle aussi depuis la télécommande. Je pensais que la capacité du réservoir serait vraiment insuffisante, que ce petit réservoir ne suffirait pas, mais en fait, il nous permet de lever la voiture presque complètement d'un seul coup, même en partant d'une pression nulle. Il ne rajoute un peu de pression qu'à la toute fin, donc il se peut qu'on n'ait finalement pas besoin d'un deuxième réservoir. Nous n'allons pas rouler en permanence avec la suspension complètement abaissée et il est peu probable que nous la levions du plus bas au plus haut à chaque fois. Donc je pense que ce réservoir nous conviendra, sinon tout fonctionne. Les raccords, les valves, toute la quincaillerie, tout fonctionne parfaitement, tout est bien assemblé, tout est en place. On passe à l'étape suivante. Comme la suspension pneumatique est probablement presque le dernier élément qui sera caché dans le double fond et que nous avons terminé avec elle, nous pouvons déjà commencer à former le plancher. Pour cela, je vais utiliser un tube fin de 20/20 avec une épaisseur de 2 et je vais m'en servir pour créer le support de la plaque. Nous allons utiliser du contreplaqué stratifié, donc il faut faire en sorte que la plaque repose quelque part. Ici, aucun emplacement n'est prévu à cet effet. Je vais fabriquer ces supports et cadres de petites structures à partir de tubes 20/20.
Il y aura peut-être des renforts à certains endroits pour les trappes techniques, d'autres pour les passages de roues ou pour d'autres éléments. Au fur et à mesure du travail, réfléchis, conçois et réalise. Découper, ajuster, préparer et souder. Oui, c'est vraiment le dernier élément. Après son installation, tout devrait avancer plus vite et devenir plus intéressant. Au cours des 5 derniers épisodes, la voiture n'a pas changé visuellement. Et maintenant, on peut dire sans hésiter que le tournant est passé. À partir du prochain épisode, il y aura un aspect visuel qui montrera plus clairement les progrès réalisés. Et c'est très important, car il est moralement difficile de travailler pendant plusieurs mois sans voir de progrès visibles. Pendant que Kolia s'occupe du futur plancher, Lecha a terminé le travail sur l'électronique. Nous avons effectivement fabriqué une telle carte de contrôle pour notre fourgonnette électrique, et ce, à l'aide d'une manette sans fil très pratique. La base de la carte est une ESP32 qui se connecte en Bluetooth à la manette, reçoit les données de contrôle du volant, de l'accélérateur, du frein et du passage en marche arrière. Ainsi, sur la carte, nous avons une ESP32, un convertisseur de niveau et 3 DAC externes. 2 DAC sont également intégrés à l'ESP32 elle-même. Ces 2 DAC sont connectés via une isolation galvanique du signal I2C et une isolation galvanique de l'alimentation. Ainsi, 2 DAC contrôlent la direction, un contrôle l'accélérateur et 2 contrôlent le frein. Nous avons également prévu 2 sorties relais. L'une d'elles contrôle la marche arrière, c'est-à-dire simplement l'inversion du moteur. La deuxième sortie est pour l'instant libre. Nous trouverons encore à quoi l'utiliser. Pour le contrôle de la direction assistée, nous avons également une Arduino qui, via le bus CAN, envoie à la place du capteur de vitesse l'information que la vitesse est nulle, afin que la direction soit très facile à manier. J'ai assemblé le cadre pour les plaques du plancher. Le cadre est entièrement assemblé à partir de tubes 20 par 20. Il fait tout le tour du périmètre, il est pointé partout, mais il n'est pas encore soudé, car c'est risqué. Le moteur, les batteries, les câbles, les flexibles, les tuyaux. Je n'ai pas envie de prendre de risques ou d'abîmer quoi que ce soit pour l'instant, donc il est simplement pointé. J'ai fait les points de soudure en fonction des dimensions de la plaque. Maintenant, je vais préparer la tôle et tout installer. Découpe, ajustement. Ici, l'idée, c'est d'avoir un plancher plat, puis une petite élévation, une bosse, et les passages de roues, ça, on les fera plus tard. Pour l'instant, je n'ai pas touché au passage de roues. Voilà à quoi ça ressemble. Le résultat est plutôt sympa. On va voir ce que ça donnera avec les plaques. Maintenant, je vais préparer les plaques. Voilà à quoi ressemble déjà l'essai du plancher arrière. De toute la partie arrière du plancher, d'abord, j'ai fait une maquette générale en 3 morceaux de carton, puis je l'ai transféré sur un grand morceau de carton épais, et maintenant il faut tout ajuster précisément partout pour que tout s'ajuste bien, puis le faire en tôle. Oui, d'abord nous avons fait une maquette en carton. Nous transférons sur du contreplaqué laminé hydrofuge. C'est de ce matériau que la base est réalisée. C'est un matériau rigide, solide et fiable que de nombreux fabricants de remorques utilisent encore aujourd'hui. Bien sûr, nous ne laisserons pas le plancher en contreplaqué. Il sera ensuite recouvert de fibres de verre et deviendra un plancher polymère. Mais à la base, ce sera du contreplaqué que Kolia découpe, ajuste et pose. Voilà le résultat avec les plaques déjà posées. J'ai posé les plaques, je les ai découpées et ajustées dans notre châssis. Maintenant, il va falloir les fixer. Nous allons les fixer avec des écrous à sertir filetés et par-dessus des vis de meubles à large tête. Comme base, c'est plutôt réussi. L'aspect général de la voiture a tout de suite beaucoup changé. On ne sait même pas dans quel sens, en mieux ou en pire, mais ça a vraiment changé. Elle ressemble de plus en plus à une vraie voiture. Alors, notre schéma de fixation va ressembler à peu près à ceci. D'abord, je vais percer les plaques posées au sol avec un forêt de 4 mm, ce qui va marquer l'emplacement des trous. Ensuite, je retirerai les plaques, puis nous élargirons les trous dans le châssis à 8 mm pour les rivets aveugles. Dans les plaques elles-mêmes, il faudra faire un fraisage avec une mèche plate comme ceci, puis percer ce fraisage avec un forêt de 7 mm pour nos vis. Ainsi, nous obtiendrons une fixation simple mais soignée. Il faudra passer un peu plus de temps, mais ce sera bien propre. Par la suite, tous ces panneaux seront amovibles, c'est pourquoi nous les fixons avec des vis. Cela se fait pour plus de praticité à l'avenir. Si nous avons besoin d'accéder à n'importe quel élément, il suffira simplement de retirer le siège et d'enlever les panneaux, ce qui est clairement plus pratique qu'une énorme voiture sur un pont élévateur. Et enfin, la première sortie. Nous avons mis la voiture en position de travail de la suspension et sommes partis sur un terrain d'essai fermé aménagé.
Comme vous pouvez le voir, la voiture se pilote avec un joystick, comme un jouet. Il faut bien sûr s'y habituer. Un jour, nous avons organisé un sondage sur notre chaîne Telegram où nous avons demandé s'il fallait opter uniquement pour le joystick ou garder aussi le volant classique. Les avis étaient vraiment partagés et il y a eu beaucoup de réactions négatives lorsque nous avons décidé de ne garder que le joystick pour la conduite. Et là, c'est clairement un manque de ma part. En fait, je vois les choses un peu différemment. Et quand je dis que la voiture sera pilotée avec un joystick, j'imagine une image futuriste comme celle-ci. Mais la plupart des gens l'ont perçu autrement, comme si on était assis sur le siège passager avec une manette de PlayStation pour conduire la voiture. Bien sûr, cette possibilité existera aussi, mais ce sera une fonction supplémentaire, alors que le principal organe de commande sera un joystick comme celui-ci qui remplace le volant. À mon avis, c'est la bonne option. C'est exactement comme ça que la Bukhanka du futur devrait être pilotée. Et aujourd'hui, nous la contrôlons avec une manette de PlayStation pour tout configurer et tester, car c'est une solution simple et prête à l'emploi. Voilà en gros.